Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention. Bienvenue dans ce journal. Et voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale en titre. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, entame aujourd'hui une visite d'État de 2 jours au Qatar à l'invitation de l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles entre les deux peuples et de la promotion de la coopération bilatérale. Retour sur cette coopération dans cette édition. Le don de sang, un geste vital au profit des malades et il se fait de plus en plus rare. Un reportage dans un centre de prélèvement à Alger. Médecins et bénévoles tirent la sonnette d'alarme. Une bouffée d'oxygène à la fin de ce journal et montée d'adrénaline depuis les hauteurs d'Alger, de la forêt de Baïna précisément, pour vous faire découvrir un sport extrême, l'escalade, qui réunit de plus en plus d'amateurs et de passionnés en quête de sensations fortes. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. Je l'évoquais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, entame aujourd'hui une visite d'État de 2 jours à l'État du Qatar, à l'invitation de l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles entre les deux peuples frères et de la promotion de la coopération bilatérale en consécration des relations solides unissant les deux peuples et les dirigeants des deux pays. Le président Tebboune aura également participé au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu à Doha. Et entre Alger et Doha, des relations fraternelles et de grands horizons de coopération et de partenariat, nous dit Yasmine Saoudi. Les relations algéro-qatari, des relations profondes et solides. La visite du président de la République, Abdelmajid Tebboune, au Qatar est la consécration de ces relations fraternelles qui unissent les deux peuples et les dirigeants des deux pays et permettra la promotion de la coopération bilatérale. Nous souhaitons la bienvenue à notre président Abdelmajid Tebboune. Nous espérons que cette visite renforcera les liens entre le Qatar et l'Algérie. En tant qu'investisseur ici au Qatar, je souhaite que nos frères qataris investissent en Algérie avec tout le potentiel dont elle regorge dans tous les domaines. Nous sommes très contents de la venue de notre président. En tant que résidente et investisseur ici au Qatar, nous ne pouvons que souhaiter que cela renforce les relations entre les deux pays et qu'il y ait des investissements des deux côtés. Lorsque nous parlons des relations entre l'Algérie et le Qatar, nous devons avant tout mettre l'accent sur les relations entre les deux peuples, que cela soit sur les plans socio-culturels ou encore historiques. À présent, il est question d'un nouveau pas dans le rapprochement politique déjà bien ancré, ce qui apportera un nouveau souffle aux relations entre ces deux pays. Un rapprochement qui permettra d'ouvrir de larges perspectives à la relance des projets d'intérêt commun pour répondre aux besoins et aspirations des opérateurs économiques des deux pays. Ce qui permettra également de traiter différentes problématiques sur le plan régional et international, à savoir la cause palestinienne ainsi que la crise libyenne, afin de proposer des solutions politiques à même de garantir l'unité territoriale dans la région. Des relations consolidées par la récente visite de Tamim Ben Hamad Al Thani, émir du Qatar en Algérie. Ce dernier qualifiera d'ailleurs l'Algérie de pays stratégique dans la résolution des conflits et différends entre pays arabes. Sur le plan économique, cette coopération a enregistré un saut qualitatif à travers la réalisation du complexe sidérurgique algéro-qatari de Bellara, un méga-projet d'une valeur de 2 milliards de dollars. Plusieurs secteurs offrent des possibilités pour des projets d'investissement qatari, entre autres le tourisme, l'agriculture, l'industrie et l'agroalimentaire. Il est à rappeler que pour l'instant, le volume global des échanges entre les deux pays au cours des 5 dernières années est estimé à près de 345 millions de dollars, dont près de 26 millions de dollars représentant les exportations algériennes et 319 millions de dollars totalisant les importations du Qatar. Par ailleurs, ouverture aujourd'hui des travaux de la 4e conférence des présidents du Parlement arabe et des présidents des parlements et assemblées arabes avec la participation du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali.
C'est un sujet qui a défrayé la chronique. Il s'agit là de l'allocation de chômage. Le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, lors de sa dernière rencontre périodique avec des représentants de médias nationaux, avait annoncé de nouvelles décisions concernant cette allocation. Concrètement, qui sont ces personnes qui peuvent en bénéficier et comment? Les détails avec Abdelmajid Benrassi. Une allocation chômage qui sera versée dès le mois de mars prochain sous forme de pré-salaire de 13 000 dinars mensuellement au profit des chômeurs inscrits auprès des bureaux de l'emploi, l'ANEM, soit des primo-demandeurs d'emploi. Outre cette allocation, ces jeunes bénéficieront de la sécurité sociale comme le reste des salariés. Le versement de l'allocation en question sera maintenu jusqu'à ce que le chômeur décroche un premier emploi. C'est des primo-demandeurs qui sont déjà inscrits au niveau de notre plateforme qui vont bénéficier sans exception. Tous ces jeunes qui sont dans la tranche d'âge 19 ans à 40 ans vont bénéficier de cette allocation à partir de mars jusqu'à l'obtention d'un emploi. C'est-à-dire n'est pas limité dans le temps et ils en bénéficient ni dans le nombre, qu'ils soient résidents en Algérie, qu'ils remplissent les conditions d'employabilité. C'est une bonne chose, ça nous permet de couvrir nos dépenses en attendant un travail. Personnellement, je suis au chômage depuis 3 ans, soit depuis la fin de ma formation en électricité auto. Comme cela, je pourrais faire face à mes besoins. Le reste des dispositifs tels que le DAIS et le DAIP, deux mécanismes de pré-emploi créés il y a quelques années, connaîtront des réaménagements. Les employés dans le cadre de ces mécanismes se verront accorder des contrats à durée indéterminée jusqu'à leur confirmation au poste. Une opération qui a déjà commencé. Ils vont être mieux pris en charge. Il y a le dispositif qui est géré par le ministère chargé de la solidarité, ce qu'on appelle le DAIS. Avant, c'était l'IAIG, Shabaka al-Ijtimaïa. C'est des gens qui sont sans niveau, sans diplôme, pratiquement, sans qualification, mais qui sont d'une très grande utilité là où ils sont, notamment dans les cantines scolaires, dans certaines administrations, dans les services publics. Donc, c'est des gens qui perçoivent un salaire de 5 650 dinars et est couvert par la sécurité sociale en matière de couverture de santé. Ils ont une carte Chifa, ils sont pris en charge du côté de santé, mais ils ne sont pas sur le dispositif de retraite. Tous ces gens-là, qui sont au nombre de 180 000, leurs contrats vont être reconvertis en contrats à durée indéterminée, ce qu'on appelle le CDI. Leur salaire va pratiquement doubler. Il va dépasser les 11 000 dinars en net et plus de 13 000 dinars en brut. Maintenant, il y a la troisième catégorie, c'est le DAIP. C'est l'insertion professionnelle qui sont déjà en procédure d'intégration. On les a pris depuis 2 ans. Un grand nombre est déjà intégré dans les administrations publiques, même dans les entreprises économiques, publiques ou privées. Au niveau du financement de cette nouvelle charge publique, l'allocation chômage est prise en charge par la loi de finances 2022. Tout ça est inscrit au niveau de la loi des finances, les crédits sont mis en place, ça ne pose pas de problème, c'était déjà prévu par le président de la République. Sur un autre plan, il est énoncé que les services de l'ANEM peuvent proposer aux bénéficiaires une formation, surtout dans les métiers déficitaires, en vue d'améliorer son employabilité et de faciliter son insertion professionnelle. Le chômeur continue de percevoir cette allocation durant la formation. À noter qu'une plateforme est mise à la disposition des personnes désirant s'y inscrire dès le 25 février. Ils seront par la suite contactés. Du secteur du travail, passons au secteur de l'industrie pharmaceutique. La pandémie de la Covid-19 a engendré des perturbations dans la disponibilité de certains médicaments, à l'exemple du paracétamol. Un problème qui a poussé le groupe Saïdal et l'usine Sanofi de redoubler d'efforts et de travailler à grand régime pour augmenter la production dans l'optique de satisfaire la forte demande du marché. Melike Bellal. Utilisé dans le cadre du protocole thérapeutique anti-Covid, le paracétamol fait partie des produits pharmaceutiques les plus demandés depuis le début de la pandémie. Auparavant importé, ce médicament est aujourd'hui fabriqué en Algérie grâce à des compétences algériennes qualifiées, activant dans des groupes pharmaceutiques tels que Saïdal, l'un des plus importants en Afrique.
La production du paracétamol 500 mg et 1 g ce mois-ci a atteint le million d'unités. Nous aspirons à atteindre le mois prochain 1 400 000 unités de paracétamol 1 g. Autre leader dans la production et la commercialisation pharmaceutique, l'usine Sanofi évolue conformément à un plan stratégique établi depuis le début de la pandémie du Covid-19. Le paracétamol figure parmi les produits phares de l'usine. Nos équipes de Sidi Abdallah travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et cela dans le but d'assurer la production de médicaments indispensables pour les citoyens, à l'instar du paracétamol. Notre usine produit 140 000 boîtes de paracétamol par jour, suivant les besoins en matière de médicaments, inclus dans le protocole thérapeutique anti-Covid. De leur côté, les pharmaciens confirment la disponibilité du paracétamol dans les officines. Je n'ai jamais trouvé de difficulté à trouver du paracétamol. Le Doliprane et le paracétamol sont disponibles. Certes, il y a eu une rupture de ce médicament auparavant, vu qu'il fait partie du traitement principal contre la Covid-19. Mais maintenant, il est disponible dans toutes les pharmacies. Et pour assurer la disponibilité de cet antalgique, l'un des plus consommés en Algérie, une nouvelle stratégie a été mise en place, imposée par la conjoncture sanitaire actuelle. Nous avons demandé aux producteurs d'augmenter leur capacité de production du paracétamol afin de répondre à la grande demande. Tous les producteurs algériens travaillent 24 heures sur 24. Le but est d'arriver à 3 millions d'unités par semaine. Tant que la matière première reste disponible, la production de ce médicament ne connaîtra pas de rupture. Une plateforme numérique est mise en place par le ministère de l'Industrie pharmaceutique à travers laquelle les parties concernées doivent alerter les autorités et leur signaler tout produit en rupture. Tout à fait autre chose. L'Agence nationale du sang tire la sonnette d'alarme. Ces derniers mois, les dons ont reculé d'une manière inquiétante, une pénurie qui met en danger la vie de nombreux malades. Les bénévoles se font de plus en plus rares et la Covid-19 n'a fait qu'accentuer cette situation. Le constat dans ce reportage de Walid Yousfi. Il est midi. Abdallah a profité de sa pause déjeuner pour faire un don de sang à l'hôpital de Bab el Oued. Après avoir passé un contrôle de routine, l'opération peut commencer. Comme lui, ils étaient une poignée à se présenter dans cette unité de prélèvement pour faire un don, un geste salvateur. Je suis venu faire un don de sang. C'est la deuxième fois que je viens ici. Ça peut aider beaucoup de personnes, surtout durant cette pandémie. Je me suis présenté ici pour faire un don de plaquettes pour ma voisine. Elle est hospitalisée et elle a besoin d'une transfusion. Je suis venue faire un don de sang. Non, c'est bénévolement. Je le fais bénévolement, sans occasion particulière, sans raison particulière. Un geste qui malheureusement se fait de plus en plus rare ces derniers temps. Avant le début de la pandémie, cette unité de prélèvement accueillait entre 700 et 800 donneurs par mois. Aujourd'hui, pour la même période, ce nombre ne dépasse pas les 500 personnes en moyenne. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de donneurs. Ça veut dire qu'on est en crise de donneurs en quelque sorte. Et selon vous, c'est dû à quoi? C'est dû au Covid en quelque sorte. Les gens, ils ont peur. Parce que par rapport au Covid, il va se dire peut-être si je vais me déplacer au niveau de l'hôpital, peut-être je vais attraper le Covid. Toute la réflexion, elle est sur la pathologie Covid, sur la maladie Covid, par rapport au don de sang. Ça veut dire que le don de sang, il est devenu le dernier souci de nos citoyens. Résultat, une baisse de poche de sang au niveau national d'au moins 50%. Dans cet hôpital de Bab el Oued, les réserves sont presque épuisées. Les médecins tirent la sonnette d'alarme.
Donc là, je lance un appel aux dons de sang. Vous venez comme, c'est-à-dire vous venez donner votre sang, puisqu'il y a beaucoup de malades qui ont besoin de sang, de ce don-là. C'est des malades qui sont en train d'attendre et il faut que les gens comprennent que, c'est-à-dire il ne faut pas avoir cette peur du Covid, parce qu'on a pris toutes nos mesures pour que le donneur soit protégé. J'encourage vivement toutes les personnes jeunes, aptes à se faire prélever, à donner de leur sang pour aider tout le monde. Leur entourage, parce que tout le monde pourra avoir besoin de sang à un moment donné de sa vie et toute personne saine et bien portante, en bonne santé, peut le faire. Pour cela, il vous suffit de vous munir d'une pièce d'identité et de vous présenter à l'hôpital de votre choix. Une opération qui dure entre 7 et 10 minutes et qui permettra de sauver de nombreuses vies. C'est le cas de le dire. Allo Shorta, un numéro vert ou encore une application mobile sont deux moyens mis par la direction de la Sûreté nationale à la disposition des citoyens pour lancer une alerte en cas de danger. Les citoyens que nous avons rencontrés se disent engagés à préserver la sécurité. Marim Demis. Deux jeunes agressant un homme dans un parking. Cette vidéo filmée par un passant a fait le tour des réseaux sociaux. Transmise par la suite aux éléments de la Sûreté nationale, elle a constitué un élément essentiel qui a permis l'identification des agresseurs impliqués. Nous utilisons tous les moyens pour permettre aux citoyens d'interagir avec nous et nous contacter, que ce soit à travers le numéro vert mis à leur disposition ou via les messages reçus sur la page Facebook ou Twitter de la DGSN. Dénoncer un crime est un comportement civique. On doit aider la police dans son travail. Si quelqu'un est témoin d'une agression, il faut qu'il la dénonce auprès des autorités concernées. Cela peut aider à sauver la victime. On ne doit pas se contenter de filmer et poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Si je suis témoin d'une agression en tant que citoyen, je me dois de la signaler directement au service de la police. Grâce aux nouvelles technologies, le citoyen se trouve aujourd'hui au cœur de l'équation sécuritaire. En moyenne, 550 appels par jour sont reçus via le numéro vert 1548 ou le numéro d'urgence 17. L'application Allo Shorta est également mise à la disposition des citoyens. Nous assurons aux citoyens que nous préserverons leur anonymat afin d'assurer leur sécurité et permettre le bon déroulement de l'enquête. La DGSN a reçu durant le mois de janvier passé 62 417 appels téléphoniques. Il faut savoir qu'après le lancement de l'alerte, l'intervention de la police est immédiate. Crime, kidnapping, accident de la route, le signalement et la dénonciation sont avant tout un acte citoyen. Les services de la Sûreté nationale en appellent donc à la collaboration de tous afin de permettre une intervention rapide et même des fois l'arrestation des criminels en flagrant délit. Et en prévision des Jeux méditerranéens prévus cet été à Oran, les Jeux méditerranéens 2022, une délégation du Comité international des Jeux méditerranéens, conduite par son président, l'Italien David Tisano, est arrivée hier vendredi à Oran pour examiner les préparatifs de la ville pour accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens. Le premier responsable du Comité international des Jeux méditerranéens, accompagné du secrétaire général de ce même comité, a tenu une réunion avec le commissaire des Jeux, Mohamed Aziz Darouez, et les responsables des différentes commissions du comité d'organisation des Jeux méditerranéens. La délégation du Comité international des Jeux méditerranéens devrait visiter les installations sportives et hôtelières désignées par les Jeux méditerranéens, en plus de tenir des réunions avec le comité d'organisation pour avoir une idée précise sur l'avancement des préparatifs sur le plan organisationnel. Les Algériens doivent être fiers du travail accompli par le comité d'organisation et des efforts des autorités algériennes afin d'assurer la meilleure organisation de la prochaine édition des Jeux méditerranéens. De notre côté, nous sommes disponibles pour apporter le soutien nécessaire au comité d'organisation et nous sommes également optimistes quant au succès de cet événement sportif. La délégation va poursuivre sa visite avec l'inspection des infrastructures sportives. Cette première visite du président et du secrétaire général du Comité international des Jeux méditerranéens dans la ville d'Oran est une occasion pour eux de s'enquérir de près des préparatifs de ce rendez-vous sportif. Et cela après avoir reçu des rapports périodiques à ce sujet du comité de coordination et affiliés. Ces contacts directs avec la plus haute instance sportive méditerranéenne profitera à notre comité qui bénéficiera des conseils de M. Tisano et ses assistants pour rendre la meilleure copie possible des Jeux méditerranéens d'Oran l'été prochain.
Et dans le volet international, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier vendredi de nouvelles attaques contre des retranchements des forces de l'occupant marocain dans le secteur d'El-Bekari, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans un communiqué. Selon le même communiqué, des détachements avancés de l'armée sahraoui ont exécuté des attaques ciblant des retranchements des forces de l'occupant marocain dans la région d'Oumdgen, dans le secteur d'El-Bekari. L'armée sahraoui poursuit ses offensives contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte, selon la même source. Retour en Algérie, et qui de nous n'est pas resté attaché à un objet bien précis qui lui rappelle une période de sa vie, un lieu, une personne ou encore un souvenir. Avec le temps, ces objets se dégradent tout en gardant la même valeur sentimentale. Notre journaliste Samia Borour a été à la rencontre de Béchir, à Ouled Feit à Alger, qui restaure des objets auxquels nous sommes très attachés, tout en respectant la forme, la couleur, autrement dit la valeur sentimentale. Tel un magicien au mille et un tours, il restaure, mais aussi confectionne d'autres objets. Reportage. Relooker, donner une autre vie aux meubles jetés ou anciens pour en faire des pièces uniques est la passion de Abbas, ingénieur de formation, qui exerce ce savoir-faire depuis son jeune âge. Un métier dans lequel il a pu se perfectionner au fil des années. J'ai commencé le bricolage très jeune grâce à mon père. Et la première chose que j'avais réparée, c'était mon vélo. Oui, je restaure d'anciennes pièces. Comme cette chaise par exemple qui appartient à une cliente, c'est un souvenir de son grand-père qui possédait un café à l'époque et quand elle a vu le résultat, elle avait les larmes aux yeux et c'est ça mon bonheur. Valoriser ainsi des meubles usagés en les transformant en de nouveaux objets design, une tendance et une culture qui commence à prendre de l'ampleur chez nous, d'après notre artiste, notamment pendant le confinement. Avec la cherté de la vie, aujourd'hui, les gens ne jettent plus leurs anciens meubles. Ils les recyclent souvent. Surtout, depuis le confinement, la culture de recyclage s'est beaucoup développée. C'est ce que j'ai constaté en tout cas à travers les groupes de recyclage sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant cette période. La valeur sentimentale et historique des pièces, premier critère sur lequel Abbas mise avant de restaurer ou de relooker un objet, en se basant sur des recherches. Il y a une différence entre la restauration d'un objet et le relooking. La restauration, c'est de garder le cachet original de l'objet, comme cette chaise ancienne par exemple. Et le relooking, c'est une transformation totale en forme, en couleur. Par exemple, j'ai récupéré ces pieds d'une chaise scandinave jetée, cette bouteille à gaz, que je vais transformer en lampadaire. C'est une création. À travers sa passion, Abbas fait beaucoup d'heureux grâce à sa touche et son génie créatif. Et vous l'aurez compris, il s'appelle Abbas et non pas Béchir, retenez bien son nom. Adepte des produits du terroir et de l'artisanat ou encore des ateliers à leur grand bonheur, une ferme pédagogique s'offre à eux. Une fenêtre sur le monde paysan pour décompresser après une semaine chargée, tout y est, le temps d'un week-end pour le plaisir des grands et petits, nous dit Nesrine Saïdi. Des légumes et des fruits bio de saison, du fromage traditionnel ou encore des œufs frais et du miel. De quoi se régaler au marché paysan qui déploie ses étals aux visiteurs et leur offre un grand choix de produits du terroir en termes de saveurs et de couleurs. Un rendez-vous désormais incontournable pour les agriculteurs et les producteurs et même pour les visiteurs. Et on essaye de proposer vraiment des produits laitiers artisanaux, vraiment artisans. Dans la mesure où c'est vraiment du lait de vache qu'on va collecter tous les jours auprès de tout petits producteurs de lait, qu'on va transformer vraiment à échelle artisanale d'abord, puis de façon authentique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout ni de colorant, ni de conservateur, ni d'agent épaississant, vraiment rien. C'est vraiment le lait, les ferments et un produit naturel. Ouais. C'est des légumes qui sont cultivés sainement. Donc on n'utilise pas des pesticides, on n'utilise pas des engrais chimiques, on utilise des engrais. Donc, si vous voulez,
des engrais verts, on utilise du fumier de vache et on utilise aussi le compost fermier qu'on réalise sur place. Et les consommateurs avides de produits naturels deviennent des habitués de ces lieux, à l'exemple de Nassera, une fidèle cliente qui vient ici pour se ravitailler en légumes bio tous les 15 jours. Il y a des légumes à disposition, bio d'abord. Donc le cultivateur nous assure qu'il ne met pas de produits chimiques. Donc c'est ça l'avantage. Il y a des ateliers pour les mamans, les familles nombreuses, enfin qui ramènent leurs enfants. Il y a des ateliers. Ça permet aux enfants de passer la demi-journée ou la journée. En effet, joindre l'utile à l'agréable, c'est aussi possible, surtout quand le temps et les conditions s'y prêtent. Je suis venue avec mon papa, papa va acheter les légumes et moi je vais aller visiter les ateliers. Je suis venue acheter des légumes, du fromage bio. On est venu faire les courses de la semaine. On peut trouver des produits bio comme les fruits, les légumes. Et en parallèle, les enfants peuvent aussi en profiter des ateliers proposés par la ferme ainsi que la poterie, le dessin. C'est très intéressant. Je fais de la peinture sur verre et je dessine Miraculous. La ferme de Zeralda offre chaque semaine à ses visiteurs un bout de diversité biologique, un moment d'évasion qui permet de couper avec le quotidien stressant de la vie citadine. Le bonheur est dans les choses les plus simples. Direction présent les hauteurs d'Alger, la forêt de Baïnen très exactement, l'un des poumons de la capitale, pour vous faire découvrir un sport extrême, une passion qui compte réunir de plus en plus d'adeptes en quête de sensations fortes. Rila Sould Hamouda, reportage. Nous sommes sur les hauteurs d'Alger, précisément à la forêt de Baïnam, El-Hammamat, l'un des poumons de la capitale. Un endroit de villégiature réputé pour sa faune, sa flore, mais aussi ses falaises et ses parois qui demeurent le spot idéal pour les grimpeurs. Dans ce sport extrême, rien n'est laissé au hasard. Cordes, mousquetons, harnais de sécurité, la vigilance est de mise. Le moindre faux pas peut coûter cher aux grimpeurs. Hussein grimpe en tête, tandis que Farouja et Abdelrahim se préparent pour grimper en moulinette avec Iles et Mehdi comme assureurs. En tant qu'encadreur, je mise tout sur la sécurité et j'essaie d'inculquer les bonnes pratiques d'escalade aux nouvelles personnes, surtout par rapport aux gestes de base qu'il faut faire pour assurer sa propre sécurité. Parce que, pas comme les autres disciplines, l'escalade, nous sommes sur un rocher, donc c'est un terrain assez rude. Et le moindre faux pas en termes de sécurité peut coûter la vie des personnes. Et nous faisons tout pour revenir à la maison sain et sauf. On est ici en collaboration entre deux clubs, le club MSM avec Morion. Ce sport a l'avantage de nous réunir. Il y a une grande entraide entre les différents clubs dans le territoire national. On est là, on est en cohésion entre les clubs, qu'on soit réunis par cette passion qui est très peu répandue dans ce pays, mais qui est très dommage d'ailleurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est là, même entre les clubs, on est entre amis. Donc on se partage les spots, on se partage tout ce qui est connaissance, tout ce qui est matériel. Donc c'est vraiment comme une petite famille. Avec l'altitude vient le plaisir du vide. Cette sensation enivrante de le vaincre et de le maîtriser. Ça fait 22 ans que je pratique cette discipline. Je l'ai découvert en étant étudiant. Alors c'est une sensation unique parce que en fait, c'est une discipline où le seul adversaire, c'est la montagne. Donc on est là, on défie la montagne, on défie la difficulté de l'ascension de cette montagne. Donc ça m'a permis de connaître
des personnes formidables dans ma vie. Avec la réouverture des salles de sport, Mehdi Baissa et ses amis comptent profiter avant l'arrivée de l'été pour initier dans leurs clubs respectifs un maximum de personnes et les convaincre qu'on peut grimper sereinement la tête dans les nuages. Entre la forêt de Bainam et la ferme de Zeralda, faites votre choix pour la sortie de cet après-midi. Voilà, c'était le journal de midi en direct sur Canal Algérie depuis le 21 boulevard des Martyrs. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, c'est Nour Elmas Moukadam qui vous retrouve pour l'édition du soir. Et pour les éditions de la semaine, vous retrouvez Sabine et Amina Zahour à partir de demain dimanche. Bon après-midi à vous tous et bon appétit. Au revoir.